Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire dans Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler de maillon de l'économie globale de notre pays qui rapporte, mais qui n'est pas assez valorisé à sa juste valeur. Il s'agit de l'entrepreneuriat culturel et créatif qui promeut les savoirs, les savoir-faire et la culture. Le secteur a connu une grande crise avec la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, on note une reprise assez encourageante dans le secteur. Mes invités de ce jour sont des incontournables dans le secteur de la culture et de la création au Togo. Avec eux, nous parlerons de la problématique de ce secteur et des voies et moyens pour la valoriser. Mais tout de suite, Antoinette Omar-Vovor nous amène à la découverte de leur identité. Aujourd'hui, Podium Jeunesse a le plaisir de recevoir pour vous Jacques Logo. Il est fondateur du Festival international de la mode au Togo, FIMO 228. Venouni Azilar. Il est responsable de la culture et de la communication à l'Institut français de Lomé. Nicolas Étienne Soou Ngani. Il est expert en entrepreneuriat culturel et créatif. Steven Aff. Il est réalisateur, producteur. Dans la rubrique Podium Reportage, vous allez découvrir deux entrepreneurs culturels. L'un est maître dans son art et la seconde fait ses premiers pas, je veux dire, dans le domaine. Chers invités, bonsoir. 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 Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. L'entrepreneuriat culturel et créatif, qu'est-ce que c'est, Azilar? Je préfère Cana. Cana, voilà, Cana. Bon, pour faire terre à terre, je pourrais dire qu'en fait, quand on parle d'entrepreneuriat culturel et créatif, on parle de la culture, de la jonction entre le monde de la culture, de la création et du business de l'entreprise. Très, très sommairement, puisque on m'a dit... voilà, donc très sommairement, c'est de façon assez simple. Assez simple. Il faut pouvoir créer, standardiser à une fin commerciale quelque part pour vendre. Voilà. Donc après, il y a d'autres questions, mais je voudrais résumer ça tout simplement comme ça. Après, dans les discussions, on va creuser un peu voilà. Merci après, on peut avoir des artistes entrepreneurs. On peut avoir vous avez parlé tout à l'heure d'un reportage. Il y a quelqu'un comme Frédéric Gakpara qui est artiste, entrepreneur, donc qui entreprend lui-même. Il y a des gens qui travaillent avec les artistes, quelqu'un comme Vanessa Déby, je pense, c'est ça. Et il y a des gens aussi qui travaillent dans l'écosystème, qui travaillent pas directement avec les créatifs ou qui ne sont pas directement créatifs, mais qui travaillent dans l'écosystème et qui contribuent à créer ce qu'on appelle aujourd'hui entrepreneuriat culturel et créatif. Après, je pense que dans les discussions, on va pouvoir développer. Merci beaucoup, Étienne. Un ajout. Merci beaucoup. Je crois que je vais juste compléter ce que Kana a dit. Alors, dans l'expression entrepreneuriat culturel, on a deux expressions, entrepreneuriat et culturel. Donc, l'expression entrepreneuriat fait référence à la mise sur le marché d'un bien ou d'un service dans un but de générer une plus-value économique, donc un bénéfice. Et donc, culturel relève beaucoup plus de tout ce qui relève d'une identité ou d'une valeur d'une communauté donnée. Et dès l'instant où on est dans cette démarche de pouvoir proposer sur le marché un bien ou un service culturel dans un objectif de générer une plus-value économique, on est en train d'entreprendre culturellement. Donc, on parlera d'entrepreneuriat culturel. Je sais que la plupart des entrepreneurs culturels travaillent sur leur passion. Je vais demander à M. Steven Aff, arrivez-vous à vivre du cinéma? Merci. Comme mes prédécesseurs l'ont si bien expliqué, c'est de pouvoir faire de sa passion un business. Et moi, personnellement, c'est dans cette optique que je m'inscris. Quand je fais un film, je me dis, ce film, il a besoin de moyens, il demande d'investissement et il faut le rentabiliser. Et à partir du moment où je commence la production, je me pose la question de savoir comment est-ce que je vais écouler ce film sur le marché. C'est d'où les expériences inédites et plus tard reproduites, qui sont les projections du Sherifa au Grand Reste, Solim au Palais des Congrès, et la dernière en date,
l'avant-première, la projection avant-première à l'hôtel de Frévier, où les prix ont été vraiment montés, entre 20 000 et 50 000. Merci quand même au public togolais, toutes ces personnes qui croient et qui ont par amour pour ce que je fais pour la patrie, ont participé. Mais derrière, c'est quand tu vas voir l'hôtel de Frévier et qu'on te propose pour la salle, le cocktail et tout, 3 millions, un devis de 3 millions 600, tu te dis, il faut penser tout de suite business. Il faut des recettes qui dépassent cet investissement, sachant que quand même le film a été produit avec des moyens, d'où on réfléchit à l'investissement et puis, comment on appelle, un retour sur investissement. À partir de ce moment, on peut vivre de son art. Maintenant, dans l'écosystème togolais, est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Je peux dire qu'on n'est pas perdant, mais on s'inscrit sur la durée. Et pour moi, c'est un secteur, le cinéma étant, l'industrie du divertissement étant un secteur très, très porteur. Aujourd'hui, peut-être on n'a pas gagné des centaines, des dizaines de millions, mais c'est certain qu'on en gagnera. Maintenant, après, on est pionnier dans quelque chose où c'est toujours difficile de pouvoir se faire plein la poche, mais si je m'habille aujourd'hui, c'est quand même grâce à l'argent du cinéma. Si j'arrive à manger le matin et que j'arrive à payer les charges mensuelles de mes enfants, c'est grâce quand même à ce travail que je fais. Je ne vis pas d'une aide sociale. Du moment, à partir du moment où je peux dire, je vis de mon art. Maintenant, est-ce que je suis fortuné? Je ne dirais pas oui. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Legault, vous êtes le fondateur, le promoteur du Festival international de mode. Comment ça se passe à votre niveau? Oui, moi, je rejoins directement à M. Stevenov parce que je fais de ma passion aussi un métier. Aujourd'hui, j'ai une passion très, 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 très forte pour la mode. Et aujourd'hui, déjà 10 ans déjà d'expérience du film 228. Je peux le dire, affirmer que ce n'est pas facile. Mais bon, aujourd'hui, je suis heureux parce que je vis de ma passion et même contre les vents et marées. Je peux encourager quelqu'un aussi à entreprendre parce que entreprendre dans le domaine de la mode. Oui, oui. Je m'en vais poser une question qui peut-être gênerait certains. Pourquoi on a l'impression que la plupart des acteurs culturels n'arrivent pas à vivre de leur art, Kana? Ici au Togo, ou bien... Oui. Ici, on a eu l'impression. Bon, l'impression est réelle. Parce que si on fait un ratio, si on essaie de voir ceux qui s'en sortent, et ceux qui s'en sortent pas sont plus nombreux. Vous n'aurez pas 10 Steve Naff ou 30 Jacques Legault, 10 Steve Naff dans le cinéma ou 30 Jacques Legault. En tout cas, actuellement. Pourquoi? Moi, je pense en fait que c'est quand même normal parce que tout est en construction. Et beaucoup de gens pensent, par exemple, les gens confondent créer et entreprendre. C'est parce que je sais pas moi, c'est parce que tu sais chanter que forcément tu seras un entrepreneur dans le business de la musique, par exemple. Et beaucoup, souvent, les artistes sont toujours dans cette notion d'aide. On n'a pas encore compris que c'est un business, qu'en fait, il faut aller voir toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les investisseurs, l'État, les publics, tous les gens avec qui on travaille, dans une démarche de business. Tu m'apportes ceci, je te donne ça, parce que ça va générer tellement de temps. Voilà. Donc, je pense en fait que c'est ça le vrai problème. Après, il y a d'autres challenges. Quel cadre légal pour les artistes, enfin, en tout cas pour tout ce qui est ICC au Togo, de quelle infrastructure dispose-t-on? Enfin, il y a tellement de chantiers qui peuvent être menés, mais je pense que foncièrement, à partir du moment où on comprendra qu'il est important qu'on change de mentalité, qu'on change la façon de voir les choses, qu'on ne soit plus dans « ah, donnez-moi un peu, on va faire ci ». Parce qu'en fait, quelque part, tout le monde a besoin des créatifs. Tout le monde a besoin. Vous êtes habillé, il y a une différence entre juste se vêtir et s'habiller. Vous avez mis un collier rouge parce que vous avez les chaussures rouges, par exemple. Forcément, quelque part, on aura tous toujours besoin d'un créatif. Et à un moment, il faudrait que les créatifs eux-mêmes ils comprennent que c'est important qu'ils... Après, je peux développer, mais je peux dire, par exemple, si aujourd'hui, on dit Nigeria, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est les films Ibo. Voilà, Nollywood, mais également la musique. Aujourd'hui, quand on parle de pop
d'afro-pop ou C'est bien le de... Ghana, je crois. Non, c'est le Nigeria, l'afrobeat. Nigeria. Avec des artistes comme Wizkid, comme Burna, qui sont des héritiers de Fela, etc., etc. Mais c'est qu'à un moment, ils ont compris qu'ils pouvaient vendre. Étienne a parlé de communauté et d'identité, vendre leur identité, le rendre rentable au monde. À un moment, il faudrait qu'on sorte de je vais faire un peu. Je vais aller voir le grand frère, il va me donner 50 000, 100 000 pour faire ceci. Parce que Vous je voulez pense. dire qu'il faut que les artistes eux-mêmes commencent à investir dans le domaine? Non, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont ils produisent quelque chose de rentable. Je ne sais pas si économique, voilà. On participe pleinement à l'économie. Il y a tellement Donc, qu'ils comprennent qu'ils ne font pas partie d'un maillon négligeable, c'est ça? Absolument pas. On n'arrive peut-être pas à avoir des statistiques, mais le secteur, le secteur culturel et créatif contribue de manière assez importante au PIB du Togo, même si on n'arrive pas à le quantifier. Donc, à un moment, si nous-mêmes, il n'y a pas de chiffre qui montre qu'il y a une réelle contribution, les gens se négligent et c'est très difficile de sortir de cette mentalité peu de gens réfléchissent comme Steven Naff, par exemple. Peu de cinéastes. Les gens sont toujours encore dans je vais faire un film parce que j'aime faire un film. Mais est-ce que je fais un film pour le vendre à un public? Pour qu'il me soit rentable. Pour qu'il me soit rentable, pour que je puisse en vivre, pour que demain je puisse inspirer les jeunes ou des jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Sou, quel lien peut-il exister entre la culture et le développement économique d'un pays? Le lien, il est fort. Déjà, quand on parle de culture, c'est assez transversal. Et si on part déjà de ce que mon prédécesseur Kana vient de dire, on se rendra compte que le secteur culturel est un secteur d'activité économique et donc qui suit une certaine logique, une certaine structuration, une certaine organisation. Il a mentionné les créateurs et puis l'entrepreneuriat. Être créateur, ce n'est que le maillon, l'un des maillons, le maillon de base. Et donc, tout le monde peut être créateur. Hein. On a tous chanté sous la douche une fois. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire des concerts. Alors, une fois qu'on veut être dans une dynamique de mise sur le marché d'un bien qui sera commercialisé, il ne faut plus qu'on le fasse seulement par passion. Notre passion nous a amenés, mais dès l'instant où on veut en vivre, il faut qu'on s'interroge, est-ce que le public répond à un besoin? Puisque l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, répondre à un besoin du marché, parce que quand il n'y a pas de marché, il n'y a pas de rentabilité. Alors, pour faire le lien maintenant, revenir, une fois qu'on vend, on génère une plus-value économique. Et j'aurais bien aimé que Angela Akereburu soit avec nous, parce que la dernière fois, elle a donné une expérience assez intéressante sur le tournage de son dernier film, Oasis. Elle a recruté 80 métiers et plus de 200 comédiens. Et 80 métiers sur la production d'un film. Celui qui regarde le film, il ne voit pas ces métiers. Mais toutes ces personnes qui ont travaillé durant 5 mois avec Angela Akereburu ont pu prendre soin de leur famille, répondre à leurs besoins durant 5 mois. Ils avaient des salaires. Donc ça, c'est des métiers. Maintenant, il y a ce qu'on appelle... Non. On ne parle pas des hôtels qui ont pu avoir des chambres. Enfin, il y a tellement de choses qui... Donc, quand on parle de la culture, il y a deux économies qui s'appliquent au secteur de la culture qui ne s'appliquent pas forcément dans d'autres secteurs d'activité. Et ça, il faut le souligner. Il y a ce qu'on appelle l'économie directe et l'économie indirecte. L'économie directe, c'est ce que les biens et services vont générer après leur commercialisation. Mais l'économie indirecte, comme Kana l'a souligné un peu avant, c'est par exemple tous ceux qui vendent les téléphones portables. Normalement, on est censé comptabiliser leurs recettes dès l'instant où ces téléphones sont utilisés pour consommer de la culture. Donc ça, c'est une économie indirecte. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui vont entrer dans l'économie indirecte qu'il faudra prendre en compte pour vraiment évaluer l'impact économique de la culture dans le développement d'un pays. Et tant qu'on n'a pas ces statistiques, qu'on n'arrive pas vraiment à bien structurer le secteur, on a toujours l'impression que le secteur est inutile. Il a parlé de billets d'avion. Quand on prend l'industrie du tourisme, il y a le transport, il y a l'hébergement. Mais aujourd'hui, vous demandez à un hôtelier, il dira qu'il n'est pas dans la culture. Et pourtant, si le tourisme n'arrive pas pour un tourisme culturel ou même un tourisme d'affaires, il n'aura pas besoin de dormir dans un hôtel. Donc des fois, on se trompe, on construit des hôtels sans vraiment miser sur les matières premières, entre guillemets, qui vont normalement attirer le consommateur vers notre structure. Et finalement, on a des hôtels qui sont vides parce qu'on n'a pas misé sur ce qui pourrait attirer les touristes. Donc voilà, c'est tout un travail d'organisation. Si je comprends bien, dans la production culturelle, il y a un métier qui sont derrière le rideau. Ouais, c'est une chaîne de valeur. Et quand je parle de chaîne de valeur, chaque filière a sa chaîne de valeur. Ça aussi, il ne faut pas confondre parce qu'on a l'habitude d'englober et de dire
ce sont les gens de la culture, mais on a l'industrie de la mode, on a l'industrie du cinéma, on a l'industrie de la musique, l'art, l'architecture, la publicité, le patrimoine culturel, le livret, la presse, les médias interactifs, les jeux vidéo, tout ça rentre dans les industries culturelles. Et chaque filière a sa chaîne de valeur spécifique. Merci. Tout de suite, je vais vous inviter à suivre ce reportage dont je vous parlais en début d'émission. Nous allons écouter ou regarder Frédéric Gakpara, qui est le promoteur du centre culturel d'Enyigban. Il nous parle de son expérience dans le domaine et a fait des propositions. Nous verrons aussi Vanessa Déby Nikoué qui nous parle de ses premiers pas. C'est avec Antoinette Omaouvovor. Promouvoir la culture, innover et créer. Au Togo, depuis quelques années, on observe une augmentation significative des petites entreprises culturelles et créatives. Il y a des gens qui émergent en faisant de l'art leur carrière. Ce sont des gens pétris de talent qui créent. Donc, ils font montre donc de créativité. Et à partir du moment où on met cette créativité dans une démarche de production économique, là, on rentre dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, de nombreux jeunes se tournent de plus en plus vers ce secteur. Depuis que j'ai eu quand même l'âge de faire autre chose à part les études, donc du coup j'ai fait du mannequinat à partir de 16 ans par exemple, j'ai baigné vraiment dans ce milieu-là. Ensuite, je suis passée par l'étape Miss Togo. Ensuite, j'ai été animatrice télé et tout ça. Donc, on va dire que c'est très naturellement que je me suis dirigée vers le secteur culturel quand j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Et donc, j'ai mis sur pied, sans trop réfléchir, Vanessa Déby Events, qui fait dans la communication l'événementiel. Divers freins limitent le développement de cet entrepreneuriat particulier. Les plus grandes difficultés, on va dire en premier lieu le manque de subventions, surtout dans le domaine culturel, le domaine dont on est en train de parler. Sous d'autres cieux, ce domaine vit beaucoup de subventions, ce domaine vit beaucoup de partenariats, de sponsoring, il y a des mécènes et tout ça. Ici, c'est très difficile de trouver que ce soit des sponsors pour les événements, que ce soit des mécènes ou des partenaires, c'est super difficile. Donc, c'est la première difficulté. Ensuite, pour les salles de spectacle, les endroits qu'on peut probablement, on va dire, louer pour les événements, les prix ne sont pas toujours super abordables. Donc, c'est un autre point difficile. Et puis, nous n'avons pas, j'ai envie de dire, la culture du patriotisme. On ne se soutient pas beaucoup. Quand je dis on, je parle de moi aussi parce que je ne me souviens pas là tout de suite du dernier projet que j'ai soutenu tout simplement parce que voilà, c'est un frère togolais ou c'est une sœur togolaise. Donc je parle de nous tous. Je crois qu'il faudrait qu'on revoie ce côté-là, qu'on essaie de se soutenir en fait. Au Togo, la problématique est essentiellement centrée sur le financement. Et il faut dire que la jeune entreprise a besoin de promotion. Et qui dit promotion dit que c'est l'État qui est le premier investisseur, qui devrait être le premier investisseur. L'État est le dernier bénéficiaire de l'industrie culturelle. Voilà pourquoi il doit en amont investir beaucoup d'argent. Et il doit développer une politique qui amène aussi tous les acteurs économiques à investir dans la production, dans le sponsoring notamment. Cette promotion va donner l'engouement, l'envie de consommer à la population et va créer donc un marché. Je donne un exemple. Un acteur indépendant ne peut pas prendre en charge, par exemple, la formation de jeunes dans un quartier pour leur donner le goût à la culture, parce que ce n'est pas rentable. Il faut que lui-même vive d'abord avant d'investir dans ça. Et donc, c'est l'État qui doit prendre en charge cette promotion-là, amener les jeunes à travers donc
des centres communautaires, la municipalité, créer des points focaux de culture qui permet en même temps de faire émerger les talents et au même moment de donner le goût culturel à la population. Considéré comme le moteur important de la croissance économique, l'entrepreneuriat culturel et créatif pourrait servir de tremplin pour combattre le chômage des jeunes. Si sur un événement, j'ai assez de moyens, je vais employer plus de personnes pour travailler. Mais si j'ai des moyens assez restreints, je vais peut-être décider de faire ceci moi-même, faire cela moi-même, juste pour réduire les coûts, en fait. Donc, je crois, oui, qu'il faut que les sociétés, les personnes qui sont en mesure d'accompagner puissent vraiment se décider à le faire pour qu'on puisse créer plus d'emplois. On doit investir dans la recherche. Quelles sont les richesses d'une communauté qu'on peut exploiter sur le plan culturel. Il faut dire que le Togo a émergé dans les années 70 grâce aux bourses de formation que beaucoup de gens ont eues à travers la troupe nationale togolaise, la troupe nationale du ballet, etc. Après, on va à la création, où il faut financer des créations, il faut aller à l'intérieur du pays et sur le plan scolaire, raviver, par exemple, les semaines culturelles, donner quand même un petit financement pour les semaines culturelles, pour que des talents émergent. Après, c'est le circuit de diffusion. Alors, ça appelle à la création des salles de spectacle à travers le pays. Il faut que l'artiste qui crée un spectacle ne se limite pas à Lomé. Il est temps d'aider les entreprises culturelles et créatives à se relever et à trouver un nouvel élan. Merci de revenir avec nous au plateau, Monsieur Steven Naf. Vous avez écouté Frédéric Gakpara, Vanessa Déby. Quelle est votre réaction par rapport à leurs propos? Bon, en fait, je ne vais pas réagir par rapport à leurs propos parce que on a une question, on a mille façons de voir les choses dans une société. Mais moi, par exemple, je m'inscris plus dans une culture anglo-saxonne. Je suis autodidacte et donc je me suis mise, dès mes débuts, c'est mes premiers voyages périlleux sont allés vers le Nigeria. Moi, j'ai quitté ici à peut-être 23 heures pour arriver à Maïtou à 4 heures, la route après pour Abuja ou Port-à-Côte. Donc, du coup, moi, j'ai appris d'une autre façon et je vois les choses d'une autre façon. J'ai dit, c'est vrai que dans la culture, surtout dans le domaine cinéma, il y a un circuit qui s'appelle Nord-Sud où le Nord finance un peu l'industrie créative du Sud, où on fait des productions destinées un peu à des festivals, à des trucs un peu plus dans une logique donnée. Mais moi, ma logique était d'aller, étant que j'ai plus vu vers le Nigeria, c'est que tu fais un truc pour le marché. À partir de ce moment, je n'ai pas cette vision des choses. Okay. Moi, ma vision des choses, c'est que je veux bien qu'on nous aide. Hein. Je cours vers les aides, je cours vers les sponsorings. Parfois, je ne les ai pas. Quand moi, je lançais la projection du film Le Coup de grâce à l'hôtel de février, c'était 0 sponsor avant de remercier, je ne sais pas si j'ai le droit, mes Ener et Move qui sont venus plus tard, mais c'était 0 sponsor. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller parce que moi, j'ai appris à savoir que en faisant du cinéma, même si après, ça a eu des valeurs, c'est comme une dame qui va à Bassa pour acheter des ignames et vendre. Et donc, ça veut dire qu'il faut un marché. Et parlant de ça, d'abord, pourquoi j'ai fait le film Le Coup de grâce? Les gens me demandent, mais c'est parce que je savais que c'est un sujet qui va cartonner, qui va créer peut-être d'abord un sujet d'abord de polémique, d'inquiétude, de tout. Je savais qu'en faisant Le Coup de grâce, je ne faisais pas un film contre un pouvoir ou une personne, mais c'est quelle est la marchandise à mettre sur le marché. J'ai fait une étude de marché, j'ai des sujets, j'ai des scénarios, j'ai plein de films. J'ai fait déjà des films, mais je dis quel sujet je mets sur le marché pour que je puisse vendre, mais tout en ayant derrière de l'intellectualité, ce que tu proposes. Donc, ça veut dire que moi, ma façon de voir les choses, c'est quoi? C'est d'abord un marché, étudiez-le. Et les Togolais qui consomment des productions cinématographiques du Nigeria sont nombreux et tout. On voit les gens regarder la télé. Qu'est-ce qu'ils regardent? Et qu'est-ce que je propose à ce public-là et comment je le propose, par quel business model. Donc, moi, mon business model, je l'ai bâti sur le modèle Nollywood. Le Nollywood, c'est quoi? Tu as 1000 francs, tu fais un film, tu arrives à avoir 2000 francs. Après c'est difficile d'en faire avec 1000 francs,
mais tu essaies de le faire. Même si tu n'as pas 2000, tu auras 1500. Mais je peux vous dire tout de suite, une production cinématographique rapporte minimum 200, en moyenne 200% de bénéfices. Ça veut dire que si tu prends 10 millions, pour ne pas dire de dollars, pour ne pas dire 50 millions pour faire un film, tu dois avoir 100 millions, 200 millions. Les films ont eu ça. Maintenant, de l'autre côté, c'est quoi? Quand on parle du sponsor, moi, les sponsors n'ont pas aidé, mais je me dis, je ne fais pas de tort. Je me dis, ils vont aider quand je vais leur proposer un truc dans lequel ils trouveront un intérêt. Aujourd'hui, moi, le sponsor, je dis, aussi réticent qu'il sera, il va venir quand il sait que... Quand il verra la qualité de votre produit. Oui, et qu'il sait qu'il y a un impact sur, c'est-à-dire que sur sa communication, sa cible. Donc, du coup, pour moi, aujourd'hui, on a besoin d'aide, on a besoin de sponsors, mais on a besoin de créer son marché et son business. Parlant d'aide, déjà, je peux profiter pour dire merci au ministre de la Culture parce que au gouvernement, surtout au gouvernement, au chef de l'État, parce qu'on a mis en place le Centre national de la cinématographie de l'image animée. Et peut-être en début d'année, il y aura le FONSICA, dans lequel j'espère qu'ils vont injecter 1 milliard pour le cinéma. C'est déjà l'effort qui a été fait pour le cinéma. Bon, je vois que chacun sa façon, son point de vue sur le problème. Entrepreneuriat, le mot, c'est clair et net que c'est du business. Tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que vous avez remarqué que les gens passent beaucoup de temps à visionner les films nigérians. Je me dis qu'ils s'en abreuvent parce qu'ils se retrouvent là-dedans. C'est leur quotidien qui est décrit. Il faut proposer des productions dans lesquelles les gens vont se retrouver. Et c'est ça l'enjeu. Et donc, il y a un besoin. Et donc, c'est ce besoin qui est le marché qui a été analysé. Moi, je dis, quand tu veux faire de la culture, une chose, si tu es artiste, tu veux chanter, il faut que tu aies un producteur qui connaît le business. Mais si tu veux être entrepreneur culturel, il faut que tu te mettes dans la tête que tu vas au même titre que la bonne dame qui veut vendre des beignets le matin. D'accord, merci beaucoup, Kana. C'est important. Bon, je pense qu'il a dit l'essentiel. Mais en fait, il y a deux façons de voir les choses en Afrique. Il y a cette vision francophone où on attend toujours de l'État. On est toujours. Vous voulez parler de l'État providentiel? C'est ça. Et vous l'avez remarqué dans le reportage, on a beaucoup parlé d'aide, de soutien. Que la problématique est plus axée sur les finances. Voilà, on attend que l'État fasse tout. Mais l'État, son rôle, c'est de définir des cadres, de mettre en place des dispositifs, de mettre en place des mécanismes et des dispositifs, mais c'est pas son rôle. Il ne faut pas attendre le financement à tout va. Quand vous prenez, comme il disait, je reprends son exemple, il parlait de l'Afrique anglophone, notamment du Nigeria. Là, personne n'attend personne, au fait. C'est aller chercher l'argent, comprendre le marché, produire pour le marché, rencontrer le marché, rentabiliser, faire son argent pour aller faire un autre. Là, je crois qu'on parle de deux façons différentes de voir les choses. Je pense qu'à un moment, dans les zones anglophones et dans les zones francophones, on ne peut pas comparer. Les points de vue sont très différents. À un moment, il faut qu'on comprenne qu'on a un trésor, on a une plus-value, on va chercher très loin. On a une plus-value. Et il y a aussi quelque chose que les gens doivent comprendre. On n'a pas besoin d'être artiste pour être entrepreneur culturel. Parce que souvent, l'artiste, c'est quelqu'un qui crée. Quand quelqu'un crée, il ne réfléchit pas. Il a besoin d'être fou pour créer. Je ne vous coupe pas la parole, mais depuis quelques années, on voit beaucoup de gens qui se nomment promoteurs culturels. À un certain moment, moi, je ne me retrouvais plus avec cette expression. Quelle est la différence entre un promoteur culturel et un entrepreneur culturel, M. Etienne? L'expression promoteur culturel, c'est vrai, beaucoup de gens ont porté ce titre, mais quand on présente la chaîne de valeur, je vais quand même l'énumérer, on a le maillon de la création où on retrouve tout le monde. Comme je l'ai dit, tout le monde est créateur. Maintenant, dans ce tout le monde, on en a qui veulent en vivre et donc qui vont tendre vers le professionnalisme, entre guillemets. Et donc, ils vont aller rechercher un producteur qui est un maillon où on a besoin beaucoup plus de compétences techniques pour la transformation de l'idée en un produit ou en un service. Et ensuite, on a le maillon de la commercialisation qui est spécialisé dans la mise en marché du produit. Et justement, c'est dans ce maillon, si on parle d'entrepreneuriat, c'est dans ce maillon qu'on retrouve les promoteurs parce que la promotion, c'est un peu comme faire du marketing du produit. C'est amener les gens à consommer un produit qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ignoraient l'existence. Donc, sur le caractère entrepreneurial, la promotion, c'est plutôt dans ce maillon qu'on le retrouve. Mais
ça a tellement évolué, surtout avec les spécificités du secteur culturel, où on dit, bon, moi j'ai envie de soutenir le secteur culturel, je mets un peu de fonds, donc je suis promoteur culturel. Ça aussi, on ne le refuse pas. Mais d'une manière professionnelle, le promoteur, c'est un spécialiste qui peut faire consommer un produit culturel qu'à la base, les gens ne connaissaient pas ou les gens n'étaient pas prêts à consommer. Donc, entre guillemets, le promoteur en entrepreneuriat culturel, c'est le marketeur culturel. Je vois. Voilà. Même si c'est un terme qui reste très galvaudé parce que justement c'est le mot rien galvaudé. rien n'est référencé, rien n'est organisé. Donc aujourd'hui, je peux me lever et me donner un titre. Et c'est l'une des plaies justement du secteur culturel créatif Il où y a rien beaucoup de n'est... jeunes qui se sont investis dans ce domaine, surtout dans le domaine de la musique, qui ont été très déçus. J'aurais appris qu'il y a certains de nos jeunes artistes qui ont voyagé au-delà de nos frontières, qui ont abandonné leur carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Entre parenthèses, il y a un exemple précis de promoteur culturel même sur notre plateau. Ceux qui organisent des événements culturels, des festivals et autres, c'est des vitrines. En fait, c'est des supermarchés où voilà, je viens, je vois qu'est-ce qu'il y a comme produit et puis j'achète ce qui me plaît. Donc ça aussi, c'est un métier de promoteur. C'est pour ça que j'ai dit le promoteur, il se retrouve dans le maillon où on donne de la visibilité à un produit pour permettre aux consommateurs de pouvoir le découvrir et de le consommer. D'accord. Monsieur Logo, je crois que l'année prochaine, vous allez célébrer les 10 ans de votre festival. Oui. Mais je crois aussi que vous remarquez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont de plus en plus intéressés par le domaine de la mode, du stylisme. Quel résumé pourriez-vous faire de ces 10 ans d'expérience pour que ces jeunes soient vraiment mis au courant des réalités, des vraies réalités du domaine? Oui. D'abord, pour commencer, je dirais que déjà, la mode n'existe pas. Les gens ne prennent pas la mode comme un métier. Même quand tu vas voir... Vous voulez parler du Togo? Oui. Ou en général? Du Togo en particulier. Parce que même moi, au départ, mes parents Ils n'avaient pas d'accord à ce que je fasse de la mode parce qu'eux, ils voulaient que je devienne un douanier. Donc, ça a été autre chose. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers. Et aujourd'hui, les jeunes pensent que, franchement, eux tous veulent devenir des couturiers, créer un événement de mode. Oui, c'est vrai. Faire défiler les gens et tout ça, c'est passionnant. C'est très passionnant, mais c'est un travail énorme derrière, puisque organiser un événement de mode, c'est plus difficile que d'organiser un concert. Puisque là, on parle de beaucoup de logistique, on parle de payer beaucoup de mannequins, il y a des mannequins à payer, il y a beaucoup plus de difficultés à organiser un événement de mode. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte que quand je suis invité des fois à des événements de mode, je me rends pas compte, je me dis, bah, c'est quoi ça? Et ils sont en train, en fait, de gâter le nom du pays, de gâter le nom de la mode. Parce que quand on dit un événement de mode, déjà, les gens s'attendent à voir du wow, des traces, des paillettes, des choses vraiment de qualité. Mais aujourd'hui, il suffit ils étagent juste un tapis rouge avec 2 ou 3 lumières. Et des fois, ils n'ont même pas de lumière avec des créateurs qui, franchement, qui ne sont pas à la hauteur et qui font des événements de mode. Oui, soit ils n'ont pas de sponsors, ils n'ont pas de moyens financiers, soit ils n'ont pas de talent et qui ne savent pas quoi faire pour pouvoir y arriver. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de voir les jeunes qui veulent aussi faire comme... C'est vrai, à un moment donné, il faut s'identifier à quelqu'un, mais il faut qu'ils fassent très attention et de beaucoup... il faut qu'ils aillent à l'information. À l'information, se documenter avant d'investir dans la mode. Je voulais poser une question, mais Steven Naf et Kana... apparemment, je ne dirais pas qu'ils m'ont fermé la bouche. Je voulais savoir en matière de valorisation de l'entrepreneuriat culturel, entre les acteurs culturels et politiques, à qui revient-il de faire le premier pas? Vous, Étienne. Ah, d'accord. Après, alors, je donnais un exemple assez intéressant parce que Steven Naf en a parlé. Aujourd'hui, les acteurs culturels se référencient beaucoup au Nigeria parce qu'ils disent, ouais, au Nigeria, le gouvernement investit dans la culture, mais en réalité, ils ont tout faux. Ils ne sont pas allés à la racine. Au début, le Nigeria traversait la même chose que le Togo. Il a fallu justement que les acteurs culturels démontrent qu'ils sont dans un secteur d'activité qui génère une plus-value économique, qui contribue au développement du pays pour que le pays décide d'investir davantage pour que le secteur ne tombe pas. Et donc, le premier travail à faire, c'est au niveau des acteurs culturels. Il faut qu'on prenne conscience que nous sommes dans un secteur d'activité économique. Et quand on veut se lancer, comme Jacques l'a dit tout à l'heure,
il faut s'interroger. Le produit que je vais mettre sur le marché, c'est pour qui? Est-ce que ça répond à un besoin? Ça répond à un besoin. Si la personne sera en contact avec le produit pour la première fois, comment l'amener à s'intéresser au produit? Comment l'amener à consommer le produit? On a des produits cosmétiques qui sortent sur le marché, on voit les publicités sur nos chaînes. La même chose doit être faite sur les biens et services culturels. Et je félicite Stephen Have, c'est l'occasion, je ne cesse de le répéter. Il a une stratégie marketing autour de ces films qui est vraiment waouh. Et toute personne, je ne sais pas qui n'est pas avare en diffusion ou en partage de connaissances, comment commercialiser un film, il faut se rapprocher. Parce qu'après aussi, j'ai vu des gens commencer par copier Stephen Have, mais en réalité, il y a eu un grand travail derrière. Et ils n'ont vu que le superficiel. Parce qu'il a mis ses films à 50 000. Tout le monde veut mettre ses films à 50 000 à l'hôtel du 2 février au Palais des Congrès. C'est pas plus mal. Non, je bien qu'il y ait un effet boule de ne neige, dis même pas que si c'est mauvais. Voilà. Mais quand on copie sans vraiment prendre conscience des réalités derrière, on risque de se casser la tête et ça fera plus mal. Donc, il faut se rapprocher pour comprendre pourquoi la personne l'a fait ainsi. Donc, la première responsabilité, ce sont les acteurs. Le jour où on aura réussi à démontrer à l'État que nous sommes dans un secteur d'activité économique et que nous contribuons effectivement au développement économique, on n'aura même pas besoin de l'État. C'est l'État même qui va nous faire la cour. Bon, moi, sur ce point, je voulais ajouter un élément et des remarques que j'ai faites. Moi, en fait, j'étudie beaucoup le Nigeria sur le plan Nollywood surtout. Et vous allez sur Internet aujourd'hui, il y a les élections présidentielles au Nigeria qui arrivent. Tous les candidats ont comme colistéa ou suppléants ou tout ça des acteurs de Nollywood. Vous allez voir comment on appelle Funke Akindele et elle est vice-candidate. Vous allez voir Omotola. Ils sont tous en politique, les acteurs. En fait, les gens disent ne mélangez pas la culture et la politique. C'est dans un autre système, ça. Vous avez vu comment les acteurs culturels ont fait élire Barack Obama. Les gens attendaient, quand un acteur prend position en culture, et c'est important. On n'est pas dans la politique. Ici, aujourd'hui, c'est d'arriver à amener l'autorité politique. Moi, je donne un exemple banal. J'ai eu encore le ministre de la Culture, il y a encore 2 semaines, en rencontre privée avec mes collègues, et qui nous a transmis les messages personnels du chef de l'État, et où, parce qu'ils ont voté au gouvernement, ils ont promulgué la loi sur la mise en place du Centre national de cinématographie. C'est lourd, hein? Le Togo a pris de l'avance, où on sait qu'en début d'année, il y aura le FONSICA qui va être... Parce que le politique a compris que l'acteur cinématographique... Le cinéma. Le cinéma, déjà, est une filière porteur, et que le Togo a pris l'envol. Et donc, du coup, ils sont en train de soutenir parce que dans 2-3 ans, vous allez voir ce que ça va rapporter. Comme on a donné l'exemple d'Angela, le cinéma, c'est une industrie qui rapporte énormément. Et déjà, quand moi, je vais faire de la production, un grand business, vous savez, des jeunes qui ont fait, comme on appelle, restauration et tout ça, là, ils ont du métier. Les couturiers ont du métier. C'est énormément de personnes. Les chauffeurs ont du métier. Et on engage beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit 80 métiers. Les menuisiers ont du métier. Les peintres ont du métier chez nous. Hein. Et donc, du coup, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, au-delà au-delà de ce que nous, on va faire pour pouvoir apporter notre effort, il faut que les politiciens ou l'autorité politique, ce qui se sait, sache que l'image d'un pays va être brandée par la culture. Moi, j'ai regardé un film nigérien qu'on appelle App, non? Ce film parle de la ville de Kano, en fait, parce qu'il y a aujourd'hui, les médias font en sorte que cette ville fait peur. C'est-à-dire que les touristes ne vont plus dans cette belle ville de Kano, dans le nord du Nigeria. Mais il y a un film nigérien qui fait qu'une fois que tu regardes ce film-là, tu dis, c'est vrai qu'il y a du Boko Haram, mais je retourne là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont redoré le blason de la ville à partir de ce film-là. Et que ce soit du cinéma, que ce soit de la mode, que ce soit de la culture. Quand on fait Fimo, vous savez le nombre de personnes, de médias qui cherchent à venir regarder Fimo. Moi, j'ai vu Marie-Jeanne, j'ai vu des journalistes moi, en fait, chacun à sa façon. Moi, j'ai côtoyé Jacques dès ses débuts de Fimo, et on en parle tout le temps. Mais aujourd'hui, et quand tu vois Fimo sur France 24, tu te dis le Togo est un grand pays de mode, mais sauf que juste après, il n'y a pas les autres choses qui suivent et tout ça. Mais moi, je vous dis la vérité, la culture apportera énormément aux politiques et le politique apportera énormément
à la culture. Et la culture, c'est la nation qui sera mise en avant. Merci beaucoup, Steven Naff. Tout à l'heure, le reportage que nous avions suivi avec la voix de Carmen Madje Akapo et non Antoinette Omaou-Vovor. Je m'en vais poser une question qui va en kikiner. Selon vous, à votre avis, le Butodra est-il un sauveur ou un assassin? Logo. En fait, ça me fait rire parce que ça fait déjà plus de 3 fois que quand on organise le FIMO, à moins de 2 jours, 3 jours avant le festival, il vous appelle et qu'il faut que vous passiez payer pour le Bitodra. Et parce qu'on aura utilisé la musique des artistes, donc il faut forcément payer. Chose que j'ai jamais compris, mais bon, après j'ai accepté, je me dis c'est normal, il faut payer tout ça. Au même moment, le ministère de la culture ne nous soutient pas, en tout cas, mais Cana a dit de laisser tomber cette idée. mais qu'il faut plus. Mais qu'il faut plus. Je ne vous ai pas saisi. J'ai pas dit ça, j'ai dit... Oui. Il ne faut pas tout attendre. Il ne faut pas s'attendre tout le temps. Il ne faut pas tout attendre à de l'aide. l'État, en sachant que les... Bon, bref. Voilà. Si tu permets, peut-être... Vous avez fini, Jacques? Non. Bon. Je sais pas, si tu permets. C'est comme si vous aviez fini. Okay, vous avez la parole. Si tu permets, peut-être le Butodra, la question étant, est-ce que c'est un sauveur, un assassin? Le Bureau togolais des droits d'auteur, qui est donc une agence de droits d'auteur pour collecter et redistribuer les droits d'auteur des ayants droit, tous les auteurs. Je pense qu'en fait, c'est à refondre. Tout est à refondre. On est quoi? On est en 2022. Si vous me permettez, le Butodra fonctionne toujours comme dans les années 90. Alors qu'en fait, avec l'arrivée de l'Internet, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, si un promoteur ne comprend pas, un promoteur culturel, un entrepreneur culturel ne comprend pas pourquoi le Butodra vient collecter les droits sur ces événements, c'est qu'il y a déjà un problème. C'est qu'ils sont déjà... Ils ne font pas l'effort d'expliquer aux gens pourquoi nous faisons ci, et que les gens ont l'impression en fait que les droits collectés ne servent. Non, en fait, j'ai été raconté, le directeur du Butodra, il m'a expliqué que c'est parce qu'on utilise les musiques, les chansons, les créations et qu'il faut forcément payer quelque chose pour qu'à la fin d'année, et qu'ils puissent aussi payer en fait aux artistes. Des redevances. Parlant de Butodra, je peux prendre la parole parce que je suis en fait membre du conseil d'administration du Butodra et sociétaire du Butodra. En fait, le problème du Butodra, comme Canal a dit, en réalité, c'est que la législation est obsolète. C'est-à-dire que la loi, la loi date des années 90, je crois. C'est-à-dire que alors qu'on est en 2003 et beaucoup de choses ont changé. Et le premier problème du Butodra, c'est le test. Les tests qui régissent l'organisation est obsolète, c'est-à-dire qu'elle n'est plus valable. Et il faut un autre test. Et je crois que le Butodra est en train de travailler pour qu'on ait ce nouveau test. Le deuxième problème du Butodra, c'est d'abord les sociétaires. Vous savez, déjà, le test, par exemple, la subvention de l'État au niveau du Butodra, parce que le Butodra est une organisation qui va fonctionner, qui va vivre avec les recettes que ça génère. Ce n'est pas du tout bon. C'est-à-dire que si le Butodra collecte aujourd'hui peut-être 100 millions, et peut-être pour les frais de fonctionnement, ils vont dépasser peut-être la moitié de l'argent et la moitié va être distribuée. À partir du moment, c'est que les artistes vont se sentir lésés. C'est-à-dire qu'il faut que, parce que c'est des fonctionnaires qui sont payés par le travail, l'argent qu'on a collecté pour les artistes. Ce que Jacques dit, ça c'est aussi une question de pouvoir, de communication, de culture. Et même quand on va dans un hôtel ou dans un supermarché où on joue de la musique, le Butodra doit prendre. Maintenant, pourquoi le Butodra n'arrive pas à payer un autre problème? La copie privée. La loi, même le test, ne prend même pas en compte la copie privée. Aujourd'hui, regardez toute la musique qui est regardée par téléphone. Les sociétés de téléphonie gagnent de l'argent avec les musiques que les artistes ont jouées, les mégas. Quand on achète des mégas, le Butodra doit prendre de l'argent dans ce truc-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut refaire la loi. Et étant membre du conseil d'administration, on travaille pour que, c'est-à-dire qu'on travaille avec le bureau, la direction, pour que ça soit, les tests soient refaite. Et ça, la direction travaille pour qu'on y arrive. Le deuxième problème, c'est important, c'est les sociétaires. Les artistes sont loin, le Butodra est loin. Tu ne peux pas donner ta maison à quelqu'un de gérer et tu restes loin. Il faudrait que les sociétaires, les artistes, les ayants droit qui ont donné leur caution au Butodra. C'est le Butodra travaille pour les artistes.
Mais tu engages quelqu'un et tu restes loin, c'est tout un débat. Il faut carrément faire une émission sur le Bitoda. Si je peux juste faire un complément, en toujours, 2008, oui. toujours dans cette dynamique de réforme, le Bitoda couvre tout le secteur culturel et ça, c'est assez lourd. Ce n'est pas que Ailleurs, les- ça a été les artistes distinct. musiciens. Voilà, ça a été distinct. Donc, il y a des agences qui s'occupent du cinéma, il y a une agence qui s'occupe de la musique, il y a une agence qui s'occupe de la filière du livre, parce que pour l'instant, le Bitoda n'a pas encore atteint cet objectif, parce que c'est assez lourd. Donc, en termes de réforme, il faut aussi qu'on arrive là où on a des départements ou des agences spécifiques pour chaque filière. Comme je l'ai dit, chaque filière a ses caractéristiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Si vous permettez, Nous Très- allons doucement vers la fin de très, l'émission. très rapidement, Très je pense aussi oui. qu'il faudrait qu'on arrête d'être dans un mimétisme de ce qui se fait en Occident et qu'on arrive à trouver de nouveaux modèles économiques Qu'est-ce que vous adaptés. voulez dire par là? Je pense que le Bitoda n'est qu'une reproduction Ok, je C'est vois. ce que je veux dire. de bureau de droit d'auteur de l'Occident, en fait. À un moment, il faut comprendre comment est-ce que la musique est consommée, qui sont les entreprises ou les acteurs économiques qui utilisent la musique, enfin, pourquoi je dis musique, la culture ou la créativité, enfin, dans un but commercial. Si vous prenez juste les industries de production de boissons, leur principal point de distribution, c'est les bars. Et le bar, qu'est-ce qu'il utilise en premier? La musique. À un moment, quelque part, c'est qu'il doit avoir un pourcentage prélevé automatiquement sur Même sur toutes les bouteilles. les boissons. Toutes les bouteilles, par exemple. Ça fait une entrée. Ça D'accord, fait je comprends. Bon, enfin, il y a tellement ce que je veux dire, en fait, à un moment, il faut repenser comment est-ce qu'on on imagine pouvoir collecter l'argent et sortir des canaux Donc, classiques. nous avons confiance en Steven Naff. Non, en fait, au-delà de ça, c'est comme il a dit, c'est pas moi. En fait, il a dit Qu'il quelque chose qui est rapporte très les important. inquiétudes. Moi, ce que je pense que le secteur culturel doit éviter, c'est d'être la copie d'un système occidental qui existe Qui ne déjà. cadre pas Je donne un exemple. Moi, par souvent exemple, avec les réalités il y a la propriété intellectuelle, hein, la propriété intellectuelle. Mais moi, quand je réfléchis, j'aurais aimé qu'on soit dans le copyright act. C'est-à-dire que le copyright, c'est le système dans lequel c'est plus facile. Et aujourd'hui, on doit repenser tout. Et c'est à nous, ou à gens, de revoir les législations. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas prendre une législation française et la reproduire, alors que l'écosystème est carrément différent. Les bars n'existent pas en France comme ça. Donc, on ne collecte pas beaucoup d'argent. C'est les gens qui consomment, téléchargent la musique. Donc, Merci tout est à beaucoup, refaire. Steven Naff. Je remercie Jacques Legault, qui est le fondateur, le promoteur du Festival international de mode de Lomé, Venu Azilar. Il est le responsable culturel et communication de l'Institut français de Lomé. Monsieur Nicolas Étienne Songani, il est expert en entrepreneuriat culturel et créatif, et Steven Naff, qui est le réalisateur et producteur. Nous avons dit en début d'émission que l'entrepreneuriat culturel est un maillon de l'économie globale qui est souvent négligé. Mais je remercie Steven pour ses propos par rapport aux avancées que nous avons avec le gouvernement, qu'en début d'année prochaine, ça sera un maillon qui n'est plus négligé, mais plutôt qui sera promu. Avec les discussions, vous avez remarqué que le domaine est un secteur à la fois rémunérateur et créateur d'emplois. Donc, il est temps de l'aider à se relever et retrouver un nouvel équilibre en investissant. Voilà, en investissant. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. Rita Wassi et Oswald Dovi m'ont assisté aujourd'hui. Je remercie surtout Sylvie, la fée du décor, qui a embelli notre plateau aujourd'hui pour accueillir nos invités qui ne sont pas des moindres dans le monde culturel au Togo. Elle est planificatrice d'événements et décoratrice événementielle. Elle est joignable au 93 17 27 32. Je remercie aussi Nicolas et Gilles Amouzou qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous retrouve samedi. Au revoir.